Bonjour, ici Amélie Fournier. Bienvenue au balado sur la collaboration interprofessionnelle réalisé par la Chaire de recherche sur les pratiques professionnelles optimales en soins primaires. Saviez-vous que la recherche reconnaît le patient comme étant lui-même un professionnel à part entière de son équipe de soins? Eh oui, comme une infirmière, une travailleuse sociale ou un médecin, le patient dispose de son propre champ d'expertise qui est la vie au quotidien avec sa propre condition de santé. Un savoir dit expérientiel dont les autres membres de l'équipe de soins ne disposent pas. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Marie-Ève Poitras, infirmière et chercheuse pour l'Université de Sherbrooke, et de Yves Couturier, professeur au département de travail social de l'Université de Sherbrooke. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Avant de commencer, je vous propose d'écouter Laurie, une jeune patiente qui a pris le temps de nous partager une histoire réelle. Bonjour, je m'appelle Laurie, j'ai 25 ans. Depuis mon adolescence, je rencontre des intervenants pour mes problématiques en lien avec ma santé mentale et physique. J'ai un trouble de personnalité limite, un trouble d'anxiété généralisée avec trouble panique et hémétophobie. Ça veut dire que j'ai peur de vomir. Je souffre aussi de dépression majeure, d'hypersomnie et de colite ulcéreuse. Je vais vous raconter ma dernière histoire en lien avec les services médicaux et psychosociaux que j'ai reçus. L'automne dernier, j'ai demandé de voir un psychologue du CLSC et on m'a répondu que je devais voir une travailleuse sociale du GMF avant pour qu'elle puisse m'y référer. J'ai obtenu un rendez-vous avec une travailleuse sociale de mon GMF. Il m'a été demandé d'entrer moi-même en contact par téléphone avec la travailleuse sociale. Une date a été fixée 2 semaines plus tard. Entre-temps, j'ai tenté de prendre rendez-vous avec mon médecin au GMF pour une douleur vive dans le bas du ventre. Les plages horaires en ligne étaient pleines et la secrétaire m'a informé qu'elle n'avait pas les accès pour ajouter un rendez-vous dans le calendrier du médecin. Étant donné mes douleurs et mon inquiétude en augmentation, j'ai pas eu trop le choix d'aller à l'urgence. Lorsque j'arrive au triage de l'urgence, j'informe l'infirmière que je fais de la fièvre et que ma douleur est à environ 6 sur 10. Je retourne m'asseoir dans la salle d'attente. Après une dizaine de minutes, je sens mon état se détériorer. Mes douleurs sont encore plus fortes, du 8, 9 sur 10. Ça crée de la panique en moi. Et si j'ai une fièvre au rein? Si je vomis devant tout le monde dans la salle d'attente? Ou encore pire, si j'ai un cancer? Je suis jeune, mes cellules vont se multiplier plus rapidement et j'ai plus de chances de mourir. Mon cœur palpite, j'ai des sueurs froides et ma respiration augmente rapidement. Je fais une crise de panique dans la salle d'attente de l'urgence. Je retourne voir l'infirmière du triage pour l'informer que ma douleur est en augmentation et qu'elle est très intense, du 10 sur 10. Je me sens de plus en plus faible. L'infirmière perçoit mon niveau d'anxiété et me questionne sur mon état mental. Je l'informe que je souffre de crise de panique. Elle me donne 2 Tylenol et me répond qu'elle informera l'équipe de ces nouvelles informations et de pas trop m'en faire parce que ma douleur, c'est mon anxiété. Depuis des années, on a souvent minimisé mes problèmes par prétexte que c'est de l'anxiété. Les investigations médicales sont moindres en raison de mes crises de panique. Comment est-ce que je peux prouver que je souffre et que mes douleurs sont réelles malgré que je sois codé trouble de panique dans le système? Après encore plusieurs heures d'attente et de douleurs très intenses, j'ai réussi à rencontrer une infirmière. J'entends l'équipe médicale discuter au loin. Ils disent que j'ai juste de la fièvre et que j'aurais pu attendre encore. L'information de l'infirmière au triage ne s'est pas rendue aux oreilles de l'équipe. Après une série d'examens, le constat est le suivant. Il y a un kyste de la grosseur d'un pamplemousse sur mon ovaire, et ça le tord. Si l'attente est trop longue, il y a des risques de nécrose et que je doive me faire retirer mon ovaire au complet. Une opération d'urgence est prévue pour le lendemain. J'étais au courant que j'avais un kyste à cet endroit depuis 5 ans, mais je n'ai jamais eu de suivi médical en lien avec ça. L'idée de l'opération me crée beaucoup d'anxiété encore une fois. L'anxiété et les crises de panique s'accumulent. Après l'opération, j'apprends que mon ovaire est bel et bien nécrosé et qu'il a été retiré au complet. Suite à l'intervention chirurgicale, je reçois des prescriptions pour de nouvelles médications, dont des anti-inflammatoires. Lorsque je retourne à la maison, je reçois une lettre par la poste qui mentionne l'arrêt des services en travail social au GMF. Avec toute cette histoire, j'ai complètement oublié d'appeler la travailleuse sociale pour notre rencontre. Je suis en colère. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas essayé de m'appeler en voyant que je l'appelais pas? Qu'est-ce qu'elle a fait durant cette heure-là qui m'était consacrée? J'explique la situation à ma mère, qui a déjà travaillé dans une pharmacie. Elle me dit que les anti-inflammatoires ne sont pas compatibles avec les colites ulcéreuses et que ça peut les aggraver. Je suis pas capable de prendre un rendez-vous avec mon médecin de famille. La travailleuse sociale ne m'a pas rappelé et je peux pas voir le médecin qui m'a prescrit les anti-inflammatoires. Mais qu'est-ce que je fais? Et je me dis que ce serait tellement plus facile si les professionnels communiquaient entre eux. Si la travailleuse sociale avait su que j'étais en attente d'une opération d'urgence, est-ce qu'elle aurait été plus souple avec moi? Si le médecin qui m'a prescrit les anti-inflammatoires m'avait questionné sur mon état de santé, j'en serais pas là aujourd'hui.
Si la secrétaire du GMF avait communiqué l'urgence de ma situation avec mon médecin de famille, je n'aurais pas attendu de nombreuses heures dans la salle d'attente et j'aurais évité plusieurs crises de panique. Donc, en premier lieu, j'aimerais vous demander qu'est-ce qui vous frappe le plus dans la situation qui vient d'être exposée? Ce qui me frappe le plus dans la situation qu'on vient d'entendre, c'est qu'on voit bien à quel point il y a une interdépendance entre toutes les composantes de la situation clinique. La dimension psychosociale, physique, comment je pourrais dire, opérationnelle, hein, je vais rencontrer qui à quel moment. Et cette interdépendance-là, c'est un gros défi pour bien la prendre en considération dans le contexte où les professionnels sont par nature dans plusieurs milieux de travail, dans plusieurs contextes. Il doit donc y avoir des efforts de communication entre les acteurs. Cet effort-là doit être soutenu par des équipements, des systèmes informatiques, etc., pour bien qu'elle advienne positivement. Et ça prend aussi du leadership individuel. Il y a une part d'éthique morale, de morale, d'engagement des professionnels qui a peut-être fait défaut dans cette situation-là. Donc, un engagement des individus en termes de leadership, des systèmes pour soutenir la communication et une communication efficace. Donc, M. Couturier, ce que vous me dites, c'est que ce serait votre façon d'imbriquer les trois aspects, donc le social, le psychologique et la santé, ensemble dans les soins. Oui, tout à fait. Imbriquer ces trois dimensions-là, le biopsychosocial, c'est au cœur de toute action en termes de collaboration interprofessionnelle. J'ajoute le fait qu'il faut aussi soutenir concrètement tous ces acteurs-là et les patients eux-mêmes, les patientes elles-mêmes, puisqu'il y a des enjeux très concrets, transport, accès aux services, accès à l'information, etc. Donc, c'est pas que des objets cliniques, mais aussi des objets très concrets là, qu'il faut prendre en considération pour soutenir le travail de tout le monde. C'est très intéressant. Écoutez, Marie-Ève, j'aimerais vous entendre également à propos de qu'est-ce qui vous a frappé sur l'exposé qu'on vient d'entendre. Merci beaucoup. Il y a plusieurs choses qui m'ont frappé en écoutant le scénario, mais ce qui m'a surtout frappé, c'est qu'on vivait la démonstration d'un manque de coordination puis d'intégration des soins. Si on regarde du côté de la perspective patient, ils ne voient pas la collaboration interprofessionnelle comme nous, les cliniciens, ou comme les équipes cliniques, les chercheurs la regardent, mais ils la vivent, ce manque de collaboration-là. Et ce qu'on voit, c'est que lorsque les professionnels ne collaborent pas, mais le patient le ressent en termes de temps de souffrance physique, morale, psychologique. Donc, il y a des préjudices, justement, vécus par les patients par un manque de collaboration. On parle bien sûr de la collaboration en soins primaires, mais les acteurs des soins primaires se doivent de travailler aussi avec, mon collègue parlait des autres entités, donc on doit être bien imbriqué avec toutes les structures du système de santé pour justement que cette information-là, qui est la base de la collaboration interprofessionnelle, qui est la communication entre les acteurs clés. Puis mon collègue a aussi parlé de l'engagement authentique. Donc, il faut que les professionnels se commettent dans des actes collaboratifs. Et cet engagement authentique-là, dans la littérature, est reconnu. Puis, c'est quand même difficile à développer entre des acteurs d'un système de la santé qui ne se connaissent pas, qui ne reconnaissent pas leur expertise et pour lequel ils n'ont pas la structure organisationnelle ou technique pour leur permettre de collaborer de façon efficace. Donc, est-ce qu'on peut parler d'un changement de culture ou de mentalité? Parce que pour moi, clairement, c'est un nouveau concept. C'est un changement de culture, effectivement, mais qui est quand même engagé depuis longtemps. Ce qui est peut-être plus nouveau dans la vignette, c'est la volonté de reconnaître ou le besoin de reconnaître un nouvel acteur qui est l'usager lui-même, la patiente ici elle-même. Et ça, le changement de culture est encore plus important. Est-ce qu'on peut dire que les milieux de soins y reconnaissent à part égale le rôle du patient dans ces soins? On est au début de ce changement-là. Il y a des efforts de fait, il y a encore du travail à faire entre les professionnels reconnus, officiels, si je peux dire, mais ce travail-là de reconnaissance de la contribution des usagers, des patients, c'est encore un travail important pour lequel il y a encore beaucoup d'efforts à faire. J'irais même plus loin. Vous nous avez questionné à savoir si c'est un nouveau concept. Bien, en fait, c'est reconnu qu'on doit engager le patient et collaborer avec le patient depuis plusieurs et plusieurs années. Puis même dans les curriculums des professionnels de la santé, des services sociaux, le partenariat patient est quelque chose qui est montré dans la formation. Cependant, là où on a une difficulté, c'est de rendre opérationnel l'inclusion du patient et le partenariat patient dans les soins, dans la structure de services qu'on offre. Donc, si vous questionnez des professionnels de la santé, la majorité vont probablement vous dire, et on ne peut pas être contre la vertu, qu'il faut avoir des soins centrés et en collaboration avec la personne.
Mais cependant, des fois, les actes ou les actions qu'on fait comme professionnels ne reflètent pas toujours cet engagement patient-là. Ils n'engagent pas nécessairement tout le temps les patients de la façon dont ils aimeraient être engagés également dans leurs soins. J'ajoute à ce que Marie vient de dire, un des enjeux de ce débat-là, c'est pas de rendre les soins ou les services plus humains. Ça, c'est un vieux débat, c'est un travail de longue haleine. Ce qui est en cause ici, c'est de reconnaître qu'il y a une valeur à la connaissance, au savoir et aux compétences qu'ont les patients, les patientes, en raison de leur expérience de la maladie et de tout ce qui vient avec. Est-ce que vous pensez qu'on peut considérer un patient comme professionnel de ses soins également quand on a une problématique de santé mentale ou c'est quelque chose qui pourrait être un enjeu? Alors, est-ce que le fait de vivre avec un problème de santé mentale rend différent la contribution des patients? Non, évidemment pas. Peut-être même, j'ai envie de dire, on verra ce que Marie en pense, j'ai même envie de dire qu'au contraire, la santé mentale pose toujours un enjeu de diagnostic ou de précision du diagnostic et donc l'expérience vécue de l'intérieur, le fait d'exprimer cette expérience-là est une source importante du soin. La santé mentale requiert toutes sortes de traitements, dont des traitements par la parole. Et donc, au contraire, la parole de l'usager, ici, elle est très, très importante. Pas seulement la parole, mais l'expérience, ce qu'il vit comme stress, comme symptômes, comme effet dans sa vie, c'est à chaque fois très important. Donc, dans l'histoire qu'on vient d'entendre, comment est-ce qu'on voit que ça se transpose ou qu'au contraire, le concept de patient qui est professionnel au centre de ses soins à même titre que les autres membres de l'équipe n'est pas appliqué? Bien, en fait, ce que j'observe, puis ça peut être, ça reste que c'est ma lecture de la situation, mais il y a différentes choses. C'est premièrement, on observe que du côté des services d'urgence, on a une stigmatisation de la personne avec un trouble de santé mentale et on banalise en quelque sorte, on reconnaît que sa douleur peut être associée à son trouble anxieux puis est exacerbée, donc est augmentée par ce trouble anxieux-là. Cependant, on se doit, même si une personne a une composante anxieuse, d'aller bien évaluer cette douleur-là, bien évaluer comment elle se sent. Puis, à l'opposé, ça a été fragmenter la douleur. Donc, c'est un tout. Hein? Donc, considérer la personne comme un tout et comment elle perçoit sa propre douleur. Ça fait un lien avec ce que mon collègue Yves disait, justement. La personne est la meilleure personne placée pour quantifier et qualifier comment elle se sent au quotidien. Ça, c'est une chose qu'on observe dans la situation. D'autres choses aussi, c'est qu'on présume du côté des soins primaires, donc de la clinique de soins primaires, que la personne ne s'est pas présentée par manque d'intérêt parce qu'on interrompt ce suivi-là. Donc, on voit encore une fois que si on avait peut-être fait une approche, fait un contact téléphonique pour comprendre ce qui se passe, pourquoi la personne dans notre jargon est un no-show, donc elle ne s'est pas présentée à la rencontre avec le travailleur social, mais on aurait compris la perspective de la personne qui a raté ce rendez-vous-là, puis on l'aurait probablement pas annulé, on l'aurait probablement planifié. Donc, le manque d'inclusion de la perspective de la personne dans les soins, elle peut se répercuter tant au niveau ponctuel, là, dont on voit que les symptômes ne sont pas pris en charge, on ne soulage pas la douleur de façon adéquate, mais ça peut se répercuter aussi tout le long de la continuité de soins parce qu'on ne peut pas comprendre le parcours de soins de la personne et pourquoi elle prend ces décisions-là ou elle a des actions dans son parcours de soins que nous, professionnels, on ne le verra pas de cette façon-là, par exemple. Donc, tous les points que vous venez de mentionner, ça aurait pu prévenir une trajectoire de soins aussi compliquée que celle qu'on vient d'entendre. Effectivement, toutes ces conditions-là peuvent améliorer l'efficacité des soins, mais je tiens aussi à dire que ça peut aussi réduire les risques quand cette personne-là est dans une situation un peu difficile qui pourrait avoir des conséquences sur sa santé et son bien-être. Donc, est-ce qu'on peut attendre que l'urgence soit totalement capable, elle toute seule, pour tout prendre en considération? La réponse est non. L'urgence peut mieux faire. Pour des cas comme ça, où il y a plusieurs dimensions impliquées, qui sont profondes, qui sont importantes, il devrait y avoir quelqu'un qui joue un rôle de coordonnateur. Alors après, il y a des coordonnateurs qui ont des missions importantes, d'autres des missions plus étroites, mais probablement que si elle avait eu un intervenant de référence, peut-être qu'il l'aurait aidé à harmoniser l'action des uns des autres, tout en respectant le fait, l'urgence, c'est l'urgence, puis le médecin de famille, c'est le médecin de famille. Donc, le projet de la collaboration interprofessionnelle, c'est pas tout le monde fait tout le temps.
c'est chacun fait son travail comme il le doit, mais avec des stratégies de compensation, soit de la coordination de services, soit des dossiers médicaux qui suivent la personne, ou soit de l'information accessible au bon moment par tout le monde. On parle beaucoup du rôle des professionnels dans le système de santé, mais est-ce que vous pensez que les établissements de santé, eux, auraient une responsabilité ou un rôle à jouer dans tout ça? Les établissements de santé jouent un grand rôle. Hein. Depuis tout à l'heure, j'insiste sur la dimension opérationnelle. Les professionnels sont assez volontaires à collaborer, en principe en tout cas. Mais devant des embûches, dans un contexte de tension au travail, ça peut vite être délaissé. Donc, c'est, de mon point de vue, d'abord et avant tout un objet organisationnel. Est-ce qu'il y a des coordonnateurs? Est-ce qu'il y a des systèmes d'information? Est-ce qu'on a la bonne information au bon moment? Et ça peut être soutenu par des politiques, par des organisations, par des instruments cliniques utiles en ce sens. Marie-Ève, quelque chose à rajouter? Et en fait, je pensais à toute la notion de temps, justement, parce que la collaboration interprofessionnelle, c'est une culture, mais c'est une façon de faire qu'on doit intégrer. On est souvent dans le rythme effréné du moment clinique, le débit des patients, les problématiques, la complexité qui est très axée sur le curatif. Donc, on doit trouver un problème. Souvent, les actions collaboratives sont celles qui sont délaissées parce qu'on doit dédier du temps. Appeler un collègue pour parler d'un patient, prendre le temps de se rencontrer en équipe. Donc, il faut une structure dans les établissements de soins qui permet aux professionnels d'exprimer cette collaboration-là de façon efficace. Une des barrières observées dans certaines études, en fait, c'est que la notion de temps, mais même l'espace donné aux professionnels pour prendre le temps de collaborer est inexistant. Donc, souvent, il y a pour des clientèles, on collabore de façon ponctuelle, hein, on le sait, en groupe de médecine de famille ou en clinique médicale, entre autres. La collaboration interprofessionnelle ponctuelle est la plus fréquente. Donc, la collaboration de coin de porte, de corridor, puis là, on se questionne tout ça. Cependant, il y a des situations pour lesquelles on a besoin de prendre le temps de s'asseoir ensemble, d'échanger et même que le patient et sa famille soient présents. Et ces opportunités-là sont pas très fréquentes dans le domaine de la santé parce qu'en essence, ça demande une structure organisationnelle qui supporte ces activités collaboratives-là qui sont un peu plus de haute intensité. Dans la situation qui nous a été présentée, la travailleuse sociale ou le travailleur social se serait situé à quel moment? Alors, la contribution de la travailleuse sociale dans une situation comme celle-là, elle est importante et souvent méconnue. En fait, c'est elle qui va prendre en compte tous les liens avec la famille, tous les liens avec les conditions de vie, les réseaux de solidarité, etc. Souvent, l'infirmière, le médecin de famille vont coordonner l'action médicale ou en santé, alors que la travailleuse sociale va coordonner le travail avec un groupe communautaire, avec des ressources associatives, familiales, etc. Donc, tout à l'heure, on a évoqué l'importance du rôle pivot, mais c'est une manière de l'incarner. Parce que dans la vie de cette personne-là, bio-psychosociale, souvent, on a tendance à oublier tout ce qui n'est pas dans le cabinet médical, tout ce qui n'est pas autour de la table d'auscultation en contexte d'urgence. Donc, l'État québécois a favorisé l'arrivée de travailleuses sociales depuis 4 ou 5 ans seulement dans les groupes de médecine de famille. Et l'intention est celui-là, c'est d'agir en amont de la grande crise psychologique pour éviter que ça se dégrade en faisant du lien, en mobilisant la famille, en mobilisant les groupes communautaires, etc. et en favorisant une meilleure prise en charge globale, biopsychosociale. Donc, les travailleuses sociales en arrière-scène travaillent avec les médecins, travaillent avec les infirmières, avec les groupes communautaires, les proches et les familles. Concernant le rôle des infirmières en GMF, puis également celui du médecin de famille dans les soins primaires, j'ajouterais à la réponse de M. Couturier que c'est une innovation vraiment exceptionnelle d'avoir intégré les travailleurs sociaux au courant des années 2015 dans les groupes de médecine de famille. Parce qu'en fait, ce qu'on sait, basé sur des études antérieures puis la connaissance du terrain, c'est que les infirmières et les médecins de famille sont très peu confortables à collaborer avec les services communautaires, entre autres, parce qu'ils méconnaissent, de un, les services disponibles sur les territoires, mais ils méconnaissent également les
les compétences des intervenants qui œuvrent en soins primaires. Donc, puis on sait très bien que la collaboration interprofessionnelle se développe quand on reconnaît l'expertise des autres et on se reconnaît comme professionnel. Donc, le fait de côtoyer un expert de l'intégration des services puis de la collaboration interprofessionnelle via l'arrivée des travailleurs sociaux en GMF, ça ne peut que venir par la bande contaminer et rehausser les propres compétences collaboratives des équipes interprofessionnelles dans les groupes de médecine de famille. Alors, merci beaucoup à vous deux, Marie-Ève Poitras et Yves Couturier de l'Université de Sherbrooke pour votre participation à ce balado sur la collaboration interprofessionnelle. Retrouvez-nous dans un prochain balado de la chaire de recherche sur les pratiques professionnelles optimales en soins primaires.